Bonjour à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Au micro, c'est Rosine Monezero et Mamadou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mamadou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons du secret médical et de la confidentialité du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH. Un secret qui n'est pas toujours garanti dans certains hôpitaux. On nous a traduit dans la justice une histoire d'amour qui s'est passée. Le prestataire, c'était un ancien copain et elle a usé de l'accouchement de la femme pour dépister et elle a commencé à envoyer de petits textos au mari. Violer le secret médical, divulguer le statut de ces personnes est source de frustration et d'autostigmatisation. J'étais en voyage et à l'hôpital. On a appris à ma femme que je suis atteint, chose qui n'était pas facile. J'avais un peu de honte, j'avais envie de me cacher. Comme nous le verrons, les dispositions professionnelles et légales encadrent et protègent la vie privée et le statut des personnes vivant avec le VIH. Au-delà de la déontologie, pour le professionnel médical, il y a le principe du secret professionnel. Mais au-delà de ça, nous avons une loi spécifique portant protection des droits des personnes vivant avec VIH. Comment concilier le devoir de protéger le statut de la personne vivant avec le VIH avec la nécessité de protéger son entourage? Et réponse dans la suite de ce programme. Mais commençons d'abord par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaoueda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. La fièvre de Lassa fait toujours des victimes au Nigeria et le bilan s'élève déjà à 72 morts. Tout à fait Rosine, c'est ce qu'a rapporté l'Organisation mondiale de la santé le 28 février dernier. Citant les données du Centre national de contrôle des épidémies NCDC, l'OMS note dans un communiqué que le nombre de cas confirmés pendant ces 2 mois dépasse déjà le nombre total de cas confirmés pendant toute l'année 2017. Le NCDC établit le nombre de cas confirmés à 317 pour le début de 2018 contre 143 sur l'ensemble de 2017. Et il faut préciser que cette fièvre comporte un grand nombre de victimes dans l'état d'Edo, situé dans le sud du pays. Effectivement, le virus a été détecté dans 18 des 36 États du Nigeria, mais il a été confirmé en grande partie dans l'état d'Edo, une région endémique du virus. Dans cet état, il existe un centre spécialisé pour la fièvre de Lassa, a expliqué Crusoe Ozagie, porte-parole pour le gouvernement local. Selon lui, ce centre est en déliquescence et n'était pas préparé à accueillir autant de cas. D'habitude, on reçoit 100 cas en 1 an. Là, c'est ce que nous avons reçu en 2 mois, a-t-il dit. Au Cameroun, maintenant, des professionnels de la santé envisagent une nouvelle stratégie de lutte contre la cataracte. C'était en effet lors du 24e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie qui s'est tenu du 22 au 24 février à Yaoundé. Les ophtalmologues camerounais entendent pratiquer une lutte en stratégie avancée, ce qui signifie la mise en œuvre d'un ensemble d'actes et de soins oculaires pratiqués lors des campagnes de masse menées en direction des populations. Pour le professeur Ebana Mvogo, président de la Société camerounaise d'ophtalmologie, il ne s'agit plus d'attendre des patients dans un hôpital, mais plutôt de déléguer une équipe médicale qui se chargera de leur donner une meilleure vision. Mais alors, Firmin, c'est quoi la cataracte et quelle est son ampleur au Cameroun? La cataracte est un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, cette petite lentille ovale située derrière les pupilles, perd de sa transparence. Dans la plupart des cas, la cataracte est liée à l'âge. Parfois, chez l'enfant, elle est congénitale. Au Cameroun, selon la Société camerounaise d'ophtalmologie, 1 à 2% des Camerounais âgés de 50 ans et plus souffrent de la cataracte, une maladie responsable de 48% des cas de cécité au Cameroun. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Au Mali, une campagne de lutte contre la mortalité néonatale a été lancée le 26 février dernier. Oui, Rosine, intitulée « Pour chaque enfant, une chance de vivre », cette campagne a été lancée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère malien de la Santé, l'Organisation mondiale pour la santé et l'UNFPA. La représentante de l'UNICEF, Lucia Elmi, a annoncé une série de mesures parmi lesquelles la sensibilisation des femmes pour les aider à faire au moins 4 consultations prénatales pendant la grossesse, les accouchements assistés par le personnel qualifié dans les centres de santé et l'observation du calendrier complet des vaccinations des jeunes enfants. Il faut préciser, Firmin, que le Mali figure parmi les 10 pays avec le taux de mortalité néonatale le plus élevé au monde.
Tout à fait, Rosine. Selon l'UNICEF, au Mali, un nouveau-né sur 28 meurt avant d'atteindre son premier mois de vie. La vaste majorité de ces enfants décèdent de causes parfaitement évitables, parmi lesquelles la prématurité et l'asphyxie. Mais les causes du fort taux de mortalité néonatale ne sont pas seulement sanitaires. Selon l'enquête 2015 de l'UNICEF, plusieurs femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Des jeunes filles qui deviennent mères alors qu'elles n'ont pas encore l'âge ni la force physique de donner naissance. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous l'annoncions au début de ce programme, nous parlons cette semaine du secret médical et la confidentialité du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH, PVV en sigle. Les spécialistes de la santé publique soulignent tous l'importance de la protection de la confidentialité des renseignements médicaux, particulièrement pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. La raison fondamentale de cette approche est que les PVV ont besoin de sérénité et de confiance pour accepter de faire leur test de dépistage et poursuivre leur traitement. Mais cette confidentialité est-elle vraiment respectée dans les hôpitaux? Comment faire pour garder le secret médical tout en protégeant l'entourage des PVV qui courent des risques de contamination? C'est la difficile question à laquelle a souvent fait Mme Francine Karache, infirmière et point focal de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Au micro de notre correspondante Gabrielle Nina, elle commence par nous dire quelles dispositions sont prises pour protéger le statut des PVV. Par rapport à la confidentialité, nous la gardons jusqu'à ce que la cliente ou le client décide de partager son état sérologique. Donc au départ, nous avons d'abord le consentement éclairé de la personne qui accepte de se faire dépister et qui vous donne les conditions de dire que je préférerais que ça reste entre nous. Nous ne pouvons dévoiler son secret que quand lui-même nous autorise. Mais sinon, nous disons aussi qu'il y a la confidentialité partagée. Ça veut dire que dans le cadre professionnel, on peut se retrouver qu'on travaille à 2 ou à 3. La personne n'est pas être là. Dans ce cas-là, on appelle cette confidentialité partagée seulement avec le prestataire. Ça veut dire que je demande l'avis du client. Si elle accepte que je la présente chez un collaborateur qui aussi devra garder ce secret. S'il n'y a pas de consentement, donc vous gardez cette confidentialité jusqu'à la mort. Vos collègues ou les personnes avec qui vous travaillez ici, est-ce qu'elles sont suffisamment sensibilisées sur le secret médical par rapport aux personnes vivant avec le VIH-Sida? C'est encore un problème sur la confidentialité dans des grandes structures comme celui-ci. Souvent, nous avons un problème, c'est par rapport à l'arrivée du malade. Quand le malade vient dans le stade sida où il est grabataire, souvent le prestataire est difficile de gérer cette confidentialité. Mais pour les malades qui sont encore actifs, qui viennent de lui-même, où on a dépisté, on lui a donné son état sérologique, souvent la confidentialité reste entre nous-mêmes. Et c'est pourquoi il y a un choix de certains prestataires chez qui on se dit qu'on peut confier les malades. Par exemple, dans le cas ici, nous avons juste un groupe restreint qui s'occupe de la prise en charge et du suivi de la mère-enfant. Seulement ce groupe-là restreint gère cette confidentialité avec ces malades-là. Avez-vous connu les cas des personnels ayant dévoilé le secret de personnes vivant avec le VIH-Sida? Oui, moi personnellement, j'ai connu cette difficulté où on nous a traduit même en justice. Mais c'est un problème une histoire d'amour qui s'est passée entre un ancien copain et un marié. Parmi le prestataire, c'était un ancien copain. Et elle a usé de l'accouchement de la femme pour dépister. Et elle a commencé à envoyer de petits textos au mari pour dire que comment tu peux rester avec une femme qui est négative alors que moi je suis encore célibataire, j'ai un état sérologique négatif. Ça a été vraiment très compliqué pour gérer et on a envoyé une convocation. Heureusement que pour la dame, à notre niveau, il y avait déjà eu un consentement où elle suivait le traitement normalement et l'enfant avait déjà atteint 18 mois. Et c'est comme ça, quand la justice est arrivée, nous, on a montré les documents. J'ai dit, normalement, on devait me citer dans cette affaire. Si cette femme ne me cite pas, donc c'est une affaire privée, ça n'a rien à voir avec le secret professionnel. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on a
était vraiment très stricte par rapport à la confidentialité. Et quelles ont été les sanctions au niveau de la hiérarchie? On avait demandé à cette personne, que ce soit la dernière fois, c'était vraiment un avertissement. Et on lui a demandé aussi de ne pas être dans les cabinets qu'on considère les cabinets de CDV ou de DCLP. C'est pourquoi dans notre cabinet ici, avant c'était marqué et pour l'instant quand vous lisez, on n'a rien mis. C'est pour éviter aussi cette stigmatisation et cette discrimination. Et quand je suis dans le cabinet tel qu'ici, même si vous êtes prestataire, quand je consulte, personne n'entre. Le test du sida est volontaire, tout le monde le sait, mais ne faut-il pas passer outre concernant les femmes enceintes pour protéger les enfants? Comme vous l'avez dit, le test est volontaire. Mais par rapport aux femmes enceintes, nous appelons qu'il y a un DCIP qui est systématique parce qu'à ce niveau-là, nous sommes en train de sauver 2 vies, et la mère et l'enfant. Alors, comme c'est une vie que nous devons sauver, on demande à toutes les femmes qui sont enceintes, qui passent dans les CPN. C'est vrai qu'on demande leur consentement en montrant quels sont les avantages. Chez toutes ces femmes-là, c'est vraiment systématique pour faire le test. Et notamment au niveau de la salle d'accouchement, on le fait aussi systématiquement, notamment en ayant un consentement. On commence dès que la femme arrive, soit en travail, et dans les 72 heures qui suivent. Donc, on fait tous les efforts pour obtenir le consentement, mais c'est vraiment un DCIP systématique. C'est différent avec le DCIP qu'on a dans les cas de consultation médicale. Là, la personne peut refuser, mais chez les femmes enceintes, les femmes qui accouchent, même chez les femmes allaitantes, vraiment, c'est une obligation. De manière générale, est-ce qu'il faut conserver le secret sur le statut des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les couples, par exemple, compte tenu du fait qu'ils seraient capables de transmettre la maladie de façon volontaire ou peut-être par vengeance? Bon, en fait, la confidentialité reste la confidentialité. Donc, nous devons respecter la confiance pour laquelle le client nous a donné. Au niveau du couple, on le gère, mais nous avons ce qu'on appelle des séances d'adhérence où on conseille régulièrement la personne pour qu'elle puisse partager sa sérologie. Mais sinon, c'est pas aussi facile parce que dans le dépistage d'un couple, on les conseille ensemble, mais on fait le dépistage différemment. Et quand on a le résultat, on communique chacun et on oblige au couple de partager leur sérologie en présence du prestataire. Au cas où ils ne sont pas en mesure, ils ne sont pas capables, dans ce cas-là, il peut autoriser au prestataire de communiquer le résultat. Mais sinon, quand un client refuse, il refuse. Mais nous donnons des conseils, comme je disais, sur l'observance et l'adhérence. C'est pour que la personne, quand elle prend convenablement ses ARV, elle réduit la charge virale et ça lui permet de réduire cette transmission auprès du couple. Mais sinon, notre devoir, c'est vraiment pousser la cliente ou les clients à pouvoir partager son état sérologique. Et nous, on n'a pas ce devoir-là de pouvoir communiquer ou briser cette confidentialité. Avez-vous déjà connu dans votre parcours professionnel des cas des couples sérodifférents? Souvent, quand on a des couples comme ça, ils se disent « Non, moi, j'ai opté pour la fidélité. » Mais quand tu as opté pour la fidélité, tu as eu des antécédents. Et si tu étais infecté, tu continues. Alors, souvent, si c'est la femme, c'est pas facile de partager, mais il y a des femmes courageuses qui le font. Souvent, les hommes, il peut arriver à avoir pris le traitement même pendant 5 ans. Il est sous traitement, il ne dit pas à sa femme. Et peut-être pour sa femme, Dieu merci, quand elle tombe enceinte, elle passe par la CPN. Et là, les femmes ont vraiment la facilité de partager leur état sérologique, les femmes qui sont mariées. Mais les femmes qui sont en copinage, quand tu lui dis, elle ne voit pas l'intérêt par rapport à la protection de toute la cellule familiale, mais elle voit son intérêt par rapport à sa stabilité financière. Donc, ce sont des couples, on en a nombreux. Pas plus tard qu'hier, on a eu un couple où discuter, problèmes culturels, et quand on va vers le fond, malheureusement que c'était un couple discordant. Mais l'homme a beaucoup pleuré et il a accepté d'accompagner sa femme. Donc, ça dépend du moral et du niveau de compréhension de chaque client. Et à votre niveau, comment avez-vous géré ces genres de cas? Dans le cadre du VIH, tout est difficile. Mais on a un peu de persévérance. Il faut avoir beaucoup l'esprit d'écoute.
quand tu écoutes l'un ou l'autre, tu as la facilité aussi de donner les conseils. On a rassuré l'homme en lui disant que si tu accompagnes ta femme, tu as de fortes chances que ta femme soit stable et surtout sur sa progéniture. Parce que quand on se marie, on vise beaucoup plus les enfants. Alors si tu n'accompagnes pas ta femme, donc le risque de contaminer tes enfants sera aussi très élevé. Mais si tu l'accompagnes très bien, vraiment à 95%, tes enfants seront sains. Donc on essaie un peu de discuter sur les intérêts qui sont fixés dans un mariage et ça permet aussi de rendre de l'espoir aux deux partenaires. Au final, que proposez-vous pour résoudre l'équation entre la nécessité de conserver le secret du statut des personnes vivant avec le VIH/SIDA et le devoir de protéger leur entourage? La confidentialité, nous devrons la garder jusqu'à la fin. L'obstacle dans la prise en charge du VIH, c'est le refus de partager son état sérologique, le refus de quitter la clandestinité. Nous sommes encore vraiment très faibles dans la clandestinité. Si on arrive à quitter comme ça, je pense que ça sera plus facile de parler du VIH à tous les niveaux. Nous remercions Francine Karache, infirmière et point focal de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Elle était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Les craintes liées à la stigmatisation et la peur d'être rejetées par leur entourage sont quelques raisons pour lesquelles les personnes vivant avec le VIH souhaitent la protection de leur statut sérologique. C'est ce que nous a expliqué Mumbere Moulala, un camionneur qui vit avec le VIH à Beni, en République démocratique du Congo. Il fait partie des personnes vivant avec le VIH dont le statut sérologique a été divulgué. En son absence, l'hôpital a annoncé à son épouse qu'il était porteur du VIH. Écoutez ce qu'il a confié à notre correspondant à Beni, Erikas Mouissi. J'étais en voyage et une fois tombé malade à l'hôpital, on a fait appel à ma femme. Et pendant ces examens, on a appris à ma femme que je suis atteint. Et ma femme m'a informé, une chose qui n'était pas facile pour apprendre. Mais au moins, je l'ai appris et j'ai compris que je suis atteint. Mais dire que informer directement mon entourage, non, c'est pas facile. Vous savez, chez nous en Afrique et surtout en RDC, des personnes atteintes du sida, ils sont quelque part considérés pas comme tout autre. Et j'avais des réserves, j'avais un peu de honte et je n'ai pas vraiment compris que je peux l'annoncer. J'avais envie de me cacher. Est-ce que les médecins, ils avaient gardé la confidentialité de votre statut? La confidentialité, je vais dire oui, parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas appris qu'il y a un médecin qui a dit à quelqu'un que je suis atteint. Mais dès lors que ma femme est informée, ce n'est plus encore la vraie confidentialité. C'est que ma femme est informée en premier, et puis moi. Mais pour les autres, à part moi et ma femme, non. Avez-vous informé votre entourage immédiat sur votre statut? Quelles ont été les réactions? En fait, il était impossible. Je me suis trouvé incapable. J'étais déséquilibré et il m'était difficile d'informer aux gens sur mon état de santé actuel. Alors, je me suis réservé et je n'ai pas informé à mon entourage, voilà. Et pourquoi, selon vous, certains PVV ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont porteurs du VIH alors que le sida n'est plus une maladie redoutable comme le passé? La considération sociale ici chez nous lorsque vous êtes atteint, c'est une maladie de honte en République démocratique du Congo. Et une fois apprendre que nous, vous êtes sida, c'est comme pas un homme normal, vous voyez un peu. C'est une maladie où on ne se sent pas vraiment normal dans les autres. On se sent écarté, on se sent ignoré. On se néglige d'abord individuellement et l'entourage, il vous considère, c'est comme si vous ne méritez pas, vous avez des insuffisances parce que vous êtes atteinte. Oui, oui. Alors, êtes-vous conscient qu'il existe une loi qui punit les personnes qui transmettent volontairement les VIH/SIDA? Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr, je suis informé, mais dire que c'est suffisant, pas encore, parce que c'est pas tout le monde. Il y a ceux-là qui sont atteints par la maladie, mais ils sont pas informés aussi de ces lois-là.
Alors, les punir seulement parce qu'ils l'ont transmis, bon, l'ignorance aussi, peuvent amener quelqu'un, même si nul n'ignore la loi, mais la sensibilisation, c'est quelque chose aussi qu'on doit mettre en avant. Faire comprendre aux gens, et surtout les Africains et les Congolais, que c'est une maladie maintenant, c'est quelque chose de normal aujourd'hui. Et une fois on en a, il faut d'abord se comprendre qu'on n'a pas changé et on est même, on est égal aussi aux autres. Voilà un peu ce que je peux dire. Dernière question, selon vous, faut-il protéger les statuts des PVV, même quand on sait qu'ils peuvent transmettre les virus à leurs enfants et leurs conjoints? Que proposez-vous pour résoudre ces problèmes? Protéger les statuts de PVV, oui. Mais lorsque vous ajoutez, même quand on sait qu'ils peuvent transmettre, ça devient un peu compliqué, vous savez. Mais au moins, je peux dire protéger les statuts, oui. Mais les sensibiliser aussi. C'est pas un travail qu'on peut se dire dans une année, ça peut aboutir. Il faut, oui, les protéger. Mais il faut continuer à les sensibiliser aussi. Ils parviendront un jour à comprendre que je suis malade, je ne peux pas aussi les transmettre aux autres, à mes enfants et à mon entourage. Voilà un peu ce que je peux dire. Conscientes de la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH et pour préserver leur dignité, les autorités congolaises ont fait voter des lois qui protègent ces personnes. Depuis 2008, une loi spécifique protège les PVV et punit même les personnes qui les stigmatisent ou les discriminent du fait de leur statut sérologique. Voici à cet effet les explications de Serge Tamundele, conseiller juridique de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, UCOP+, en sigle. Il est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Au-delà de la déontologie, pour les professionnels, par exemple médical, les avocats et tout autre, il y a le principe du secret professionnel. Mais au-delà de ça, nous avons une loi spécifique portant protection des droits des personnes vivant avec VIH. C'est la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec VIH et personnes affectées en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une loi qui punit ceux qui transmettent délibérément le sida? Oui, ça d'abord, au départ, le code pénal général, tout ce qui peut nuire à autrui est punissable et condamnable par la loi. C'est-à-dire quand vous portez préjudice à une personne, vous êtes poursuivable. Mais au-delà de cette loi ordinaire, nous avons d'autres, notamment la loi que je viens de citer, la loi portant protection des personnes vivant avec VIH. Il y a des dispositions punitives en ce qui concerne la transmission délibérée du VIH. Mais au-delà de cette loi, nous avons encore les lois portant protection de l'enfant. Il y a une disposition qui prévoit la sanction, des sanctions à quiconque transmet une infection sexuellement transmissible incurable à l'enfant. Mais également, nous avons la troisième disposition qui est très claire dans la loi dite sur les violences sexuelles et qui prévoit aussi cette punition-là. Et la sanction, c'est à perpétuité. Mais si je dois aller à la première loi spécifique, là, la sanction est de 5 à 6 ans de servitude avec amende. Donc, quiconque transmet délibérément le VIH à autrui. Et là, c'est une disposition très claire et qui prévoit la protection de l'autre. Est-ce que vous avez déjà assisté à des procès de PVIH et ont volontairement contaminé quelqu'un? Oui, effectivement, dans notre pays, c'est le travail au quotidien que nous faisons. Nous assistons et nous accompagnons tous ces cas parce que je dois le dire, je dois mentionner que de telles lois, ça c'est par rapport aux directives internationales de l'ONU-SIDA, ce sont des lois contre-productives, des lois qui punissent les VIH. Bon, peut-être dans les jours à venir, on peut s'étaler là-dessus pour démontrer la contre-production de telles lois, mais du moins, nous avons eu à accompagner des cas au niveau pays au motif de transmission délibérée au VIH. Et la plupart des cas, je vous dirais que dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de condamnations, sous réserve par exemple des cas qui sont associés avec les violences sexuelles, ça c'est clair, il faut le sanctionner et la loi est très claire là-dessus, il n'y a pas de débat, mais du moins des cas de transmission, il y a des problèmes sérieux parce qu'il y a un problème de preuve, de l'administration de la preuve. Ce n'est pas seulement de poursuivre la personne ou de l'alléguer, mais il faut prouver, il faut apporter des preuves. C'est là où se pose le problème en matière du VIH. Vous accusez, mais vous devez apporter des preuves qui a transmis qui. Même sur le plan médical, l'évolution technologique, il y a des problèmes sérieux pour prouver qui a contaminé qui. C'est là où le problème. Comment faire sur le plan légal pour protéger l'entourage de PVIH tout en garantissant le secret médical et la confidentialité du statut de PVVIH? Aujourd'hui, une affaire au niveau des tribunaux, ce n'est pas seulement les juges, il y a aussi beaucoup d'intervenants là-dessus, il y a le magistrat, il y a le juge, il y a le médecin qui est là au prestataire des soins, il y a les témoins, il faut gérer des dossiers du genre.
Et par conséquent, il y a l'aggravation de la stigmatisation d'office dans ces dossiers parce que dès lors que le statut est divulgué, la personne a un problème face à sa famille, face à la communauté, face à son milieu de travail. C'est là où il faut situer les problèmes de la procédure, les problèmes de la justice, l'accès à la justice par rapport à la personne vivant avec VIH. Une personne vivant avec VIH a toute capacité juridique et il a la plénitude de la jouissance de tous les droits garantis par la Constitution. Donc il n'y a pas exclusion dans notre loi fondamentale et nous sommes dans l'obligation, les uns les autres, de protéger tous ces droits. Nous remercions Mumbere Moulala et Serge Tamundele pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le Dr Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le Dr Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. J'aimerais savoir s'il y a des sanctions à l'encontre de personnes de santé qui, après avoir fait un test de dépistage, après cela, ils ont l'habitude de divulguer les informations, de transmettre ces informations à leurs proches. Et je voudrais savoir s'il y a une sanction prévue pour ce genre de comportement. Le secret médical ou professionnel a pour but d'instaurer et de maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge des patients. Car toute personne prise en charge par un médecin ou par une formation sanitaire a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations qui la concernent. Le personnel de santé a de ce fait une obligation morale, légale et déontologique de conserver dans le secret absolu des informations confidentielles qui sont parvenues à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession. Ainsi, par exemple, toute personne qui va divulguer des informations qu'il a pu obtenir, par exemple sur la séropositivité d'un patient, toute personne qui, à l'issue par exemple d'un test sérologique, a connaissance des résultats et va divulguer ces informations-là dans son entourage, risque des sanctions parce qu'il aura violé le secret professionnel, il aura violé le secret médical. Il court notamment 2 sanctions. La première sanction est l'infraction et la condamnation pénale qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et des millions de francs d'amende. La deuxième sanction est la sanction disciplinaire ordinale, car c'est une faute professionnelle de divulguer des informations qui rentrent dans le cadre du secret professionnel, du secret médical. Donc, cette personne aura des sanctions disciplinaires ordinales. Ces sanctions peuvent aller de l'avertissement, en passant par le blâme, jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur qui voudrait savoir les conséquences encourues par une personne qui divulgue des informations couvertes par le secret professionnel, le secret médical. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée au secret médical des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Francine Karache, infirmière et point focal de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Avec elle, nous avons évoqué comment les hôpitaux protègent le statut sérologique des PVV. Elle nous a aussi raconté le dilemme auquel font face les personnels de santé qui doivent à la fois garder confidentiel le statut des PVV et le devoir de protéger leurs proches. Nous avons également écouté Mumbere Moulala, un camionneur vivant avec le VIH. Il nous a expliqué pourquoi lui et ses semblables sont très attachés au secret de leur statut sérologique. Enfin, nous avons écouté Serge Tamundele, conseiller juridique de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, du COPLUS en sigle. Il nous a parlé des lois qui protègent les PVV en RDC. Nous leur disons merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béron Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Dan Crafton qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.